Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon mois préféré sur l'année. Voilà, c'est le mois de l'imaginaire, un mois qui va être consacré donc aux littératures de fantasy et sous-genres. Bon, c'est un peu la spécialité de la chaîne, mais là on va parler aussi un petit peu de littérature fantastique, horrifique. C'est un genre qui me plaît de plus en plus et c'est un peu l'occasion pour moi, voilà, de vraiment vous bombarder de plein de contenus autour de l'imaginaire. Aujourd'hui, on va parler de 3 textes majeurs. Alors, frais sur mes genoux, si vous voyez un petit peu que je galère, elle est posée, du genre vraiment, elle passe un bon moment. On va parler d'un classique de la littérature et aussi du cinéma, parce que je pense que ce film est peut-être plus connu que le livre. Un texte qui m'a tout simplement traumatisée, j'étais très choquée de ma lecture, et un service presse qui m'a bien plu, voilà, qui est très prometteur. C'est une grosse introduction, mais c'est de la science-fiction, fantasy, un peu écologique. Et avant de commencer, je voulais simplement vous rappeler qu'au mois d'octobre, on a un mois chargé en dédicace. On se retrouve donc à Grimloire, donc à Hazel Rideau, juste à côté de Tours, qui est un festival hyper chouette, en plus dans un cadre très beau. Ça va être vraiment très très cool. Voilà, c'est la 2e année que c'est organisé et pour tous nos amis de la région de Tours et autres, c'est un peu le seul moment où je viens. On a aussi, pour nos amis belges, Mons Livre, voilà, qui est la grosse date en Belgique et j'ai tellement hâte de vous y retrouver parce que l'année dernière ça avait été exceptionnel et c'est un salon que j'aime beaucoup du fait que les organisateurs sont hyper cool et du fait qu'on rencontre beaucoup de gens intéressants. Et aussi, on sera au Légendarium, donc à Arras à la fin du mois. On se retrouve donc en petite dédicace. J'ai tellement hâte parce que c'est un moment que j'adore, voilà, c'est une librairie que j'adore et on se retrouvera ensuite en décembre parce que je ne serai pas disponible en novembre sur les marchés de Noël. Je vous laisserai voir de toute façon toutes les dates sur Instagram ou un petit message sur YouTube. Et on commence. Alors, je suis toute excitée. Voilà. Même si je dois vous avouer que j'ai dû lire ces lectures un peu en avance, je suis joie et bonheur et je pense que je vais lire pas mal d'horrifique cette année parce que voilà, ça me botte en ce moment. Je sais pas, c'est mon truc. Je vous présente en premier le service presse. Un service presse, j'avais un peu craqué sur la couverture. Je sais pas, la couverture m'inspirait. Ça s'appelle Les Survivants du Ciel, Kritika H. Rao. Le cycle des rages, c'est Albin Michel. C'est une autrice de science-fiction qui a vécu en Inde, en Australie, au Canada et au Sultanat d'Oman. Oman, je sais jamais comment on dit. Voilà, c'est un texte très particulier. Alors j'ai beaucoup aimé la moitié du récit, un peu moins convaincue par la deuxième moitié, mais ce texte est vraiment une introduction à un univers hyper original et comme je vous dis très écologique. Alors, vous êtes dans un monde qui mêle science-fiction et imaginaire. Vous suivez un couple de trentenaires, quarantenaires qui sont dans une période de la vie un peu compliquée. Et c'est un des points majeurs de ce texte, et un des meilleurs points, c'est le fait qu'on n'est pas sur des ados, on est sur des gens qui ont au moins la trentaine et qui ont des problèmes de couple. Et la façon dont est abordé le couple est vraiment bien parce qu'on est sur un couple en dispute, on n'est pas du tout sur le schéma amoureux habituel. Et c'est très crédible, j'ai trouvé ça très touchant. Ce couple, il vit dans un monde un peu particulier. On sait que la Terre a des problèmes. On a des espèces de cités, voilà, qui volent et s'extraient de la Terre grâce à ce qu'on appelle des architectes. Et la Terre, en fait, elle est en proie à des espèces de rages qui font qu'elle devient hyper dangereuse. On meurt si on reste sur Terre, ça crée pas mal de choses. Et après, donc, la venue donc, de cette cité de nouveau sur Terre, après un moment où, voilà, c'est envolé, ce couple se porte mal parce que ils se disputent pour plein de raisons. Elle est archéologue, donc elle a besoin d'être sur Terre. Son métier est peu reconnu. Elle n'est pas architecte. Architecte, c'est le fait de trajecter. Alors, c'est un univers qui est très dense sur sa conception, sur son système de magie et tout, et c'est un gros point fort là-dessus. Trajecter avec la nature et ce genre de choses. Et les architectes, donc ceux qui peuvent trajecter, se retrouvent un peu l'élite de la cité. Et elle a épousé l'homme qu'elle aimait, parce que cet homme était un peu différent des autres. Il voulait changer les choses, mais en vieillissant, il confond un peu au système. Et elle a des pistes. Elle a l'impression qu'il y a des choses qu'on leur cache, et notamment tout ce qu'on leur dit sur la Terre, les rages et tout, il y a quelque chose dessous. Heureusement, ils se sont disputés pour des questions donc liées au fait qu'il a changé et elle a changé, mais aussi le fait que lui veut un enfant et elle préfère privilégier sa carrière, mais surtout, elle sait qu'il veut un enfant pour le bien du conseil et pas pour leur couple. Et ils vont être 8 mois un peu à s'être engueulés, et 8 mois après de retour sur Terre, elle part en expédition, et l'expédition va mal se passer.
et lui va se retrouver en proie à être un peu mal vu du conseil, parce que trajecter, ça provoque des choses qui peuvent faire que tu deviens dangereux. C'est très dense, voilà, c'est très dense, c'est comme un premier tome très introductif. Alors moi j'avais beaucoup accroché à cette première partie, parce que comme je vous le disais, les personnages sont intéressants parce qu'ils sont moralement gris et ils ont vraiment des constructions très crédibles de moi je veux savoir la vérité, voilà, j'ai des défauts mais aussi des qualités, lui veut percer dans le conseil, il a des défauts et des qualités, tous les personnages qui gravitent aussi. L'univers est très intéressant parce qu'il est très riche. Voilà, on nous explique beaucoup de choses. Il y a beaucoup de références à la botanique, à l'écologie. Voilà, si vous aimez ça, c'est vraiment très intéressant. Et en parallèle, c'est leur relation à eux. Parce que pour être architecte et dans le conseil, il faut qu'ils aient une bonne relation. Voilà, c'est très important. Ça fait partie des nécessités pour pas basculer vers la chose que je vous disais qui peut être problématique pour le personnage masculin. Et bah, ça se passe mal parce qu'en fait, ils se comprennent plus. Ils ont des objectifs différents et leurs caractères font que, voilà, en vieillissant, chacun a des ambitions qui ne sont pas compatibles avec les autres. Et donc ça, c'est vraiment le point fort, je trouve, du récit, parce que c'est tiré jusqu'au bout, c'est très touchant, voilà, c'est très dans l'émotion, très dans la psychologie des personnages. Et donc, tout ce mystère qui est fait, on est sur une première partie qui est explicative et dans l'action. Et une deuxième partie qui, je dois dire, m'a un peu décontenancée, parce qu'en général, l'action débute en deuxième partie quand on construit un premier tome, qui est là beaucoup plus plan-plan, explicative sur le conseil, sur les menaces qui sont faites sur le conseil. Il n'y a pas beaucoup de choses. On a une scène, un moment, au milieu du livre qui est hyper percutante avec la terre. Il y a des images, c'est très visuel comme roman, mais on a des images très percutantes, des actions, vraiment, c'est palpitant. Et après, ça retombe un peu comme un soufflet où on est de nouveau dans de l'explication, dans de la politique. Et donc c'est un peu longué. J'aurais bien aimé un tome qui soit un peu plus dense au niveau de l'action. Je pense que ça va être un peu plus le cas à la suite parce que c'est une trilogie. La fin du tome 1 en fait nous pose vraiment le contexte et ce que ça va amener comme nouvelle vague, voilà, comme nouvelle chose. Alors c'est un tome qui est déjà assez conclusif en soi d'une certaine manière parce qu'il y a quand même des enjeux qui sont, voilà, conclusifs. Après, le seul truc qui me gêne un petit peu dans ce récit, c'est qu'il y a un trope que j'ai vraiment beaucoup de mal en imaginaire, c'est le trope de l'engrossement, l'engrossage. Le fait d'engrosser le personnage féminin, voilà, le trope de je tombe enceinte, voilà, où je porte peut-être l'héritier, ce genre de choses, c'est des tropes de fanfiction. À un moment, il faut arrêter en littérature publiée, voilà, faut être un peu plus original. Donc ça m'a un peu, voilà, ça m'a un peu fait sortir de la lecture pour ça. Je me dis c'est un peu simple. Alors c'est pas un roman qui est très compliqué sur la narration, sur l'histoire en soi. Il y a des problèmes, il y a une menace, il faut régler ce genre de choses. C'est vraiment l'univers qui est dense et les personnages qui s'approfondissent. Et merci mon Dieu, on n'est pas sur des gamins de 17 ans. Je suis une période de ma vie, je suis tombée sur une vidéo d'une nana qui disait ça en anglais. Où je commence à en avoir marre de lire que des gens qui ont 17-20 ans. Voilà, j'ai envie de lire des personnages qui ont au moins 25 ans, qui voire sont trentenaires, voire sont quarantenaires, parce que je trouve que ça limite l'imaginaire quand même à certains types de personnages, et que je vieillis. Voilà, je deviens, moi, à mon tour, une personne qui s'approche de la mort, voilà. Et donc j'ai envie de lire des gens un peu plus de mon âge, avec des problématiques de mon âge, et surtout, je trouve ça beaucoup plus crédible que des gens qui ont la trentaine ou la quarantaine gèrent des milieux politiques importants que des gamins de 17 ans. Donc voilà, je trouve que ce texte est rafraîchissant pour ça. La science-fiction est suffisamment riche pour que ça soit intéressant, mais pas trop scientifique pour que je puisse décrocher moi en tant que lectrice qui n'est pas forcément scientifique. Et il y a une vraie esthétique, c'est très original et c'est très engagé sur la nature. Donc voilà, un premier tome qui promet quand même une suite intéressante. Alors je vous dis, problème de rythme, un peu ennui en deuxième partie et toujours un peu, on tourne en rond sur les questions du texte. Hein, voilà, on voit que c'est des questions qui veulent être approfondies. Il y a des choses un peu surprenantes. Voilà, c'est un univers qui est bien construit avec des enjeux, mais aussi, comment dire, il y a ces super architectes cheatés, mais il y a quand même un contre-pouvoir qui fait que ça peut être dangereux pour eux. Et tout le système de trajectoire, bah voilà, fantasy climatique qui change. Et vraiment, c'est très cool qu'on ait ce genre de publication, notamment chez des gros éditeurs comme Albin Michel, parce que c'est pas forcément le genre de fantasy très commercial qu'on a l'habitude de lire. Voilà, là, on est sur quelque chose d'un peu plus engagé. Un peu plus niche, moi j'aime beaucoup pour ça. Et je sais que l'autrice, elle a écrit donc cette saga et elle a écrit aussi une saga de romantaisie
en anglais qui est connue, donc peut-être que vous la verrez chez un autre éditeur ou peut-être qu'elle sera publiée chez Albert Michel plus tard avec son autre saga de romantaisie. Ensuite, alors là on quitte l'imaginaire pour aller plutôt vers l'horrifique. Je vous garde le dernier tome qui m'a choqué pour la fin parce que là j'ai des choses à dire. J'ai lu un classique de l'imaginaire, j'ai vu le film il y a très longtemps. C'est Les Dents de la Mer, donc de Peter Benchley. Alors, qui est assez différent du film, faut dire ce qui est. Les Dents de la Mer, c'est un chef-d'œuvre du cinéma, et c'est un texte qui est d'autant plus important que Les Dents de la Mer, il faut le rappeler, est un texte qui a fait beaucoup de mal. Beaucoup de mal aux requins. C'est un texte qui a installé la peur du requin dans l'esprit des humains. Avant, les gens n'étaient pas aussi, on va dire, réfractaires à ça. J'avais vu une vidéo qui était hyper intéressante sur le sujet de qu'est-ce qui avait inspiré Les Dents de la Mer et pourquoi on en était venu à cette espèce de phobie qui s'était installée notamment aux States pendant une époque. Donc il y a eu des attaques mais très rares et c'était pas le requin qui était mis en place. Ce texte, alors il est important de mettre en avant le fait que l'auteur s'est beaucoup dédouané à la fin de sa vie avec sa femme pour, on va dire, lutter contre les conséquences de son manuscrit, parce que c'est un amateur de requins, voilà, il le dit, et que malheureusement, son texte a eu des réceptions qui ont fait qu'on a chassé les requins, qu'on a eu peur des requins, et qu'il y a eu beaucoup de mauvaises informations sur les requins qui étaient assez peu étudiées. C'est un texte donc avec donc ici une version, je crois, voilà, une nouvelle traduction pour les 50 ans et une version un peu plus augmentée avec autant un point de vue de l'auteur que de sa femme. Alors, c'est un texte qui a été écrit dans les années 70, si je ne dis pas de bêtises, 60-70, qui raconte l'histoire donc d'une petite plage, petit village côtier américain, où on va retrouver dès le début du roman une femme qui a disparu. Et son corps va être retrouvé un peu en morceaux sur la plage et on va vite se rendre compte que c'est dû à une attaque de requins. On suit le shérif de cette ville balnéaire en quelque sorte, sa femme, un scientifique, un mec qui a un bateau et les journalistes, c'est assez différent. Il le dit dans le texte, le film le film a vraiment axé sur le côté aventure et requin. Là, il y a un côté romance, il y a un côté traitement des affaires politiques et juridiques, et il y a même un côté mafia. Voilà. Donc, c'est un texte, j'ai plutôt apprécié ma lecture, notamment parce que c'est une fin ouverte et la fin, je trouve, correspond bien. Où la chasse aux requins n'est pas si présente que ça, où on va suivre donc de nombreuses attaques et un shérif qui va, malheureusement pour lui, essayer d'endiguer le problème, mais le journal local et la mairie vont pas du tout être d'accord et vont pousser les gens à continuer à aller sur les plages pour des soucis financiers. Donc il y a toute cette question qui est une des questions les plus intéressantes là-dessus, sur le traitement des urgences et sur aussi le fait que la police peut pas forcément faire grand-chose dans certains cas. On a le traitement de ce personnage qui est avec sa femme, ils ont un peu des problèmes, mais surtout c'est un texte qui parle de une sorte de ruralité, des gens qui vivent à l'année dans cet endroit-là et des riches qui viennent l'été. Et sa femme a une sorte de déclassement social, donc on parle un peu de classe sociale, de hiérarchie, de toutes ces problématiques autour de la ville, hein, le fait que c'est gangréné par la mafia, pour la drogue et tout, et les attaques de requins qui sont pas forcément extraordinaires dans le texte, hein, c'est assez lisse. Alors après, ce qui est sympa, c'est que les enfants sont pas épargnés, on bouffe tout le monde, donc vraiment c'est de l'horreur, pas la Jurassic Park où tout le monde est mangé sauf les enfants. Voilà, donc il y a des scènes marquantes, il y a des scènes touchantes, et il y a des scènes aussi qui sont assez particulière parce que moi je pensais qu'on allait être plus sur la chasse de requins, ça fait pas vraiment peur, hein, pour le coup, c'est plus de l'aventure là. Et il y a le côté romance où sa femme va se poser beaucoup de questions par rapport au shérif et va retrouver donc ce scientifique avec qui elle avait une relation avec son frère quand elle était plus jeune. Donc on parle de tromperie et ce genre de choses. Et les personnages sont assez nuancé et pas toujours très positif. Voilà, donc il y a beaucoup de choses autour du couple, la tromperie, c'est assez étonnant, voilà, c'est assez longué. Pour le coup, moi j'avais envie de lire des choses sur les requins. Alors, trigger warning, je dois déjà vous le dire, il y a quand même un gros souci avec ce texte, c'est qu'on sent que c'est écrit dans les années 60-70. C'est un texte qui est assez sexiste, homophobe et raciste. Je peux vous dire que j'ai même fait des encoches tellement ça me choquait. Il y a des moments, l'homophobie et le racisme m'ont vraiment profondément choqué. Par exemple, quand il décrit des agresseurs S, c'est que des personnages noirs, par exemple.
Et notamment, il y a un truc sur la culture du V dans le texte. Il y a tout un passage où donc l'amant et la nana parlent de leurs fantasmes et où elle va, je sais plus si c'est elle ou lui, je crois que c'est elle, dire bah comme toutes les femmes, moi j'ai le fantasme du V. Et vraiment, c'est mis dans le texte, c'est horrible, genre la culture qui est dedans. Donc voilà, très, très, très daté là-dessus. Les portraits féminins sont quand même très sexistes. Et on voit que c'est un homme qui a écrit les personnages féminins, voilà, sur leur vision et ce genre de choses. Le shérif est pas un personnage désagréable pour le coup, il a ses défauts, mais je pense que c'est celui qui est le plus rattrapable parce que notamment sa femme, je la trouve assez infecte. Notamment, elle va avoir tout un discours sur le déclassement social, comme quoi elle venait d'une grande famille qui venait l'été et qu'elle est tombée amoureuse de cet homme-là et puis que bah, voilà, elle était forcée de faire sa vie avec cet homme-là. Elle n'a pas été forcée, hein, elle a fait des enfants, voilà, elle était heureuse. Elle a un peu cette crise-là où elle rencontre le mec. Alors, pour une fois, le scientifique est un connard. On est loin du personnage de Milo, vous savez, un peu dans Atlantide, où les scientifiques sont toujours décrits un peu comme des personnage gentil, un peu le scientifique du Jurassic Park qu'on aime, hein. Mais là, c'est vraiment un manipulateur qui n'hésite pas à coucher avec les femmes des autres. Genre, il est un peu horrible et qui a une vision des requins, donc il veut la défense, mais jusqu'à un point. En fait, c'est un texte qui parle d'écologie. Alors, on est dans les années 70, donc ça tape sur l'écologie, mais en même temps, ça dénonce aussi les pseudo-écologistes, dans le sens que lui, il va tout avoir un discours sur la préservation des requins et tout, et rien que quand il veut les observer de plus près, il est prêt à faire n'importe quoi et à sacrifier la faune marine qui est en danger, par exemple. Donc il y a tous ces sous-textes qui est un texte qui parle un petit peu de requins, qui parle beaucoup de tromperie et un peu de cette ville-ci, qui est pas très effrayant. Voilà, il y a quelques scènes où voilà, il attaque un peu en sous-marin. Quand c'est décrit, il n'y a jamais décrit des gerbes de sang. Il veut décrire un peu les parties du corps qui sont bouffées, mais ça reste quand même gentillé, mais la fin est très chouette parce que c'est une fin ouverte et j'ai beaucoup aimé comment c'était construit. Voilà, c'est un peu un récit de survie qui, à l'époque, je pense, a fait grand bruit parce que c'est le genre de livre qui devait être assez effrayant et qui a fait surgir une peur. Mais il faut bien savoir que Les Dents de la Mer, ça a fait quand même beaucoup de mal, voilà, et que même si l'auteur a voulu se racheter, ça n'empêchera pas que ça a tué des centaines et des centaines de requins. Et que ça a instillé cette peur. Surtout que je trouve ça très étonnant d'un mec qui dit qu'il est passionné des requins, d'avoir dit autant de conneries en fait sur le truc, alors que même à l'époque, on avait quand même conscience que ce genre de requin attaquait pas. Donc voilà, on est sur d'autres lectures et on est sur une lecture et les films de requins continuent à faire leur succès. Il y en a un qui est sorti récemment au cinéma où le requin en fait devient une arme et c'est un serial killer qui se sert des requins. Donc voilà, le requin n'est pas forcément la créature abominable qui attaque, mais voilà, c'est effrayant sans être effrayant. Je suis contente de l'avoir lu parce que c'est un classique et de voir un petit peu comment ça a été fait au niveau adaptation, mais sachez que au niveau de tout ce qui est racisme, homophobie, sexisme et tout, parfois tu te prends des claques dans la gueule parce que c'est hyper brutal et violent et bon, c'est les années 60-70. Moi, j'ai tendance à accepter un peu plus ces problèmes-ci à l'époque de Lovecraft, donc début du XXe. Passé la guerre, les deux guerres, j'ai un peu plus de mal. Ensuite, et enfin, je vais vous présenter un texte. J'avais envie de lire cet auteur parce que cet auteur est très connu pour un film dont j'ai pas encore lu l'œuvre, mais Je suis une légende. Et ce texte était donc en tête dans le truc rayon horrifique. Donc je l'ai pris, c'est Richard Matheson, voilà. La maison des damnés chez J'ai lu. Alors cet auteur est très connu pour ses nouvelles et comme je vous dis pour Je suis une légende. Alors ce texte je vais pas être très sympathique avec, j'ai été très étonnée parce que à la fin de cette lecture je suis quand même, c'est rare que ça m'arrive, mais je suis allée voir quand même les avis parce que c'est quand même décrit comme un classique. Et on tombe sur quand même des notes autour de 4,5, 4,6. Je suis, comme pour ma part, quand même assez choquée du contenu de ce livre. Voilà, et qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui remettent en question quand même ce livre qui a très mal vieilli et qui touche un type d'horreur que j'ai beaucoup de mal sur plusieurs points. C'est donc une réécriture de Maison Hantée. Vous savez que moi j'adore les maisons hantées, hein, c'est un peu mon petit guilty pleasure. Vous allez suivre une maison qui a déjà eu des problèmes 2 fois auparavant. Les gens sont tous morts dans ces maisons-ci sauf une personne. Et un homme va payer donc une sorte de scientifique pour prouver qu'il y a des activités paranormales, une grosse somme. Donc ce dernier va y aller
avec sa femme, voilà, qui insiste, une médium et l'homme qui a survécu au dernier massacre des années auparavant. Sur place, donc, on apprend très vite que cette maison a appartenu à un homme, c'est Basclaro, je sais plus son petit nom, oui c'est ça, Belasco, qui était vu comme une sorte de fou, fan d'orgies et de trucs horribles et malsains, voilà, et va s'en suivre des gros problèmes où la maison va avoir des effets très brutaux sur les personnages. C'est un texte donc de maison hantée qui installe vraiment un côté très horrifique pour le coup. Y a ça marche. Après moi j'ai quand même été déçue sur le côté horreur. Ça a très peu fonctionné sur moi par 2 points. C'est-à-dire que moi l'horrifique, parfois il en faut pas beaucoup pour que ça soit horrifique. Le fait que ça soit beaucoup dans la surenchère, dans l'éclatement de sang, en fait, ça fait très, c'est à l'américaine, too much, voilà, vraiment beaucoup. J'ai moins accroché, c'est pas subtil, et l'horreur, pour moi, ça a besoin d'être subtil quand même, quelquefois, pour que ça marche. Il faut que les scènes soient traumatisantes, et là, c'était trop avec des gros sabots. Pour moi, c'était vraiment de l'horreur, ça fait un peu, tu sais, horreur de film américain très mauvais. L'écriture était moyenne, voilà, en soi. Donc, il y a le carnet de la maison hantée. Ce qui est très sympa, c'est qu'il y a le côté scientifique. C'est un texte qui a eu le prix World Fantasy Award en 1984. Alors, le truc, c'est que je trouve pas que ça soit un mauvais texte en soi. Je suis pas la cible. Et surtout, je trouve que c'est un texte qui a très mal vieilli sur l'horreur et ce que ça en dit. Le côté scientifique, c'est peut-être le côté le plus intéressant. Le fait qu'il crée, vous savez, les machines les machines qui peuvent sentir s'il y a des présences et ce genre de choses. Donc, il essaye de se baser sur des choses scientifiques. Ce sont des gens cartésiens qui vont se retrouver face à des événements traumatisants avec des scènes qui peuvent être épouvantables. Mais en fait, c'était tellement, comme je vous disais, too much et tout, c'est que la subtilité manquait de temps, que ça privait un peu le côté horrifique et ça sortait de la lecture. Il y a des scènes marquantes, il y a des scènes avec un véritable antagoniste qui fait peur. C'est très sanglant, c'est très... Genre, c'est vraiment, si vous aimez le sang, le gore et tout, on est dedans, avec des personnages qui se trouvent dépassés par les événements. On va en parler tout de suite de pourquoi j'ai pas aimé ce texte et pourquoi ça m'a choqué vraiment. Ce texte est beaucoup plus sexuel que je pensais qu'il allait l'être. Le gore va énormément passer par la sexualité. Et le problème, c'est que pour moi, déjà c'est un peu beaucoup sexiste la façon dont c'est fait parce que c'est quasiment que sur des personnages féminins qu'il y a des problèmes. Même si les personnages féminins vont tenter d'agresser des hommes parce que la maison va avoir un espèce de... voilà, un espèce de truc des gens que les nanas qui vont être vraiment nymphomanes quasiment dans le texte. Donc outre le fait qu'il y a juste ce truc là, c'est que les femmes qui ont des choses qui vont être en rapport avec la sexualité et c'est fait de façon très violente et c'est un homme qui écrit ça. Et je trouve qu'il y a quand même une culture du V et une culture du corps de la femme qui est quand même très dévalorisante dans le texte, voire très sexiste. On est sur des femmes, donc il y a tout un truc où le fantôme va avoir des désirs S vis-à-vis des femmes. Voilà, il y a tout un truc là-dessus. Donc il y a beaucoup de choses sur des morsures sur la poitrine, sur des agressions S. Voilà, il y a tout un truc autour. C'est omniprésent dans le texte. Et donc l'horreur passe là-dessus. Moi, je suis pas fan de ça. Parce que déjà, je trouve que ça... et notamment, je trouve que c'est un sujet qui est très glissant maintenant quand on est un homme. Parce que vraiment, ça fait un peu fantasme c'est horrible de dire ça, mais le fait de faire V tous ces personnages féminins de façon horrible. Voilà, en plus, le texte est très homophobe, que ça soit envers les hommes ou les femmes. Il y a tout un truc sur les lesbiennes où vraiment c'est critiqué et tout. Donc et voilà, c'est très daté. Moi, j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Et en fait, c'est la surenchère. La surenchère, et c'est omniprésent. Et j'ai pas du tout accroché au fait que l'horreur passe par la sexualité autant. Et c'est hyper tape à l'œil, c'est graveleux. J'aime vraiment, pour moi, c'est le no-go en horreur. Et pour moi, c'est vraiment la facilité scénaristique. Faire peur avec des choses avec des gros sabots, avec des scènes extrêmement choquantes. Voilà, il y a même un personnage qui meurt à un moment, c'est too much quoi. C'est too much et on aurait pu avoir, tu sais, un peu ce truc de roman gothique où l'entité va avoir un attachement au personnage féminin et avoir cette espèce de truc malsain.
Là, c'est vraiment, c'est du Michael Bay, quoi. Vraiment, c'est fait, c'est plus des sabots. Donc moi, j'étais très réfractaire à ça. Et donc, ça m'a fait sortir de la lecture. Le deuxième truc qui m'a fait sortir de la lecture, et ça, c'est, pour ma part, c'est moi, c'est que je suis quelqu'un d'assez cartésien quand même, et tout ce qui est médiumité, donc tout ce qui est médium, c'est quelque chose qui m'intéresse pas du tout et qui me fait sortir des films en général, du genre Conjuring, j'ai un peu de mal avec ça aussi. Bon, c'est une fiction, mais j'aime pas. J'adore la fantasy quand il y a de la sorcellerie et tout. J'ai du mal avec le fait qu'on dise que dans la réalité, c'est quelque chose qui sont vrais. Voilà, moi je vais pas vous cacher, je trouve que c'est du charlatanisme et je changerai pas mon esprit là-dessus. Donc tout ce qui est médiumité, c'est quelque chose qui me fait sortir de la lecture. Et là, le texte présente un peu parfois les médiums, voilà, dans cette façon-là de vérité, ce genre de choses. Pour moi, c'est du bullshit. Donc, j'ai pas accroché à ça. Et en parallèle, en plus, voilà, comme je vous dis, tous les personnages féminins, il y a un sexisme sous-jacent dans le texte qui est infâme. Une utilisation des corps féminins qui est infâme. Genre vraiment, l'entité va pas agresser les hommes de la manière qu'ils soient. Là, franchement, il faut le lire pour voir ce que c'est. Donc c'est extrêmement brutal, c'est extrêmement tape à l'œil. Donc pour moi, ça marche pas. Voilà, je pense que ça marche. Je l'ai vu dans les commentaires des gens qui, du genre en tant qu'horreur, ils ont trouvé ça hyper choquant. Pour moi, ça fait un peu film gore raté avec une mauvaise écriture. Voilà, pour moi, quand je lis un texte d'horreur, je m'attends à une tension. J'attends, tu sais, à ce que tu aies les frissons, que tu te sentes mal à l'aise et tout. Là, j'étais mal à l'aise, pas parce que la maison me faisait peur et tout, j'étais mal à l'aise parce que je trouvais le récit très cringe et vieillissant et que vraiment la surenchère d'agression S, un moment, faut arrêter. On aurait retiré toutes les scènes de S et tout en rapport avec la sexualité, je pense que le texte aurait été meilleur et c'est too much. Vous savez, l'horreur, ce qui est intéressant, c'est que ça arrive progressivement, qu'il y ait, voilà, des choses qui soient pas forcément très vues. En fait, là, tout est très visuel, voilà, et voilà, la fin est plutôt sympathique, mais sans plus. Alors, il y a vraiment des morts, il y a vraiment des choses assez horribles. Ça fait très littérature divertissement gore, voilà, histoire d'avoir du sang pour du sang, du S pour du V pour du V, et pour le reste, la question de maison hantée qui met mal à l'aise, j'ai été moyennement convaincue. Voilà, je pense que j'ai été un peu déçue, parce que c'est vrai que les récits de maisons d'horreur, j'accroche plus que ça. Et tu vois, j'ai vu des chroniques où ils disaient que c'était bien meilleur que du Shirley Jackson, mais je fais, mais en fait, c'est une question de et qu'est-ce que t'aimes dans l'horreur. Là, c'est du l'horreur tape à l'œil, gore, sanglant, qui a pas vraiment de profondeur et qui marche pas sur la psychologie. Et pour moi, qui n'est pas horrifique parce que c'est pas crédible et que du sang pour du sang, ça sert à rien. Shirley Jackson, c'est du psychologique. C'est des mains qui te touchent pendant la nuit, tu sais pas ce qu'il y a, du genre t'es dans la tête des personnages, t'es terrifié. Là, j'ai pas été terrifiée. Là, j'étais dégoûtée plus qu'autre chose. Voilà, ça n'a pas procuré le même genre de sentiment. Mais je pense que de toute façon, l'horreur, c'est quelque chose qui est très particulier à chacun. Voilà. Et déçue. Donc, bon, en même temps, là, je suis en train de lire un autre texte. Donc là, je suis en train de lire Cimetière de Stephen King. Alors, qui est pas vraiment de l'horreur, c'est plus de l'horrifique. Bah, je trouve que... pour l'instant, les rares scènes un peu horrifiques du texte fonctionnent mieux que ce truc qui est très tape à l'œil. Si vous avez lu La Maison des Damnés, je voudrais vraiment avoir votre avis parce que, même si vous avez adoré, de m'expliquer pourquoi vous avez adoré, parce que j'ai un peu de mal à ce qu'on adore ce genre de truc. Voilà, vraiment, je lisais les chroniques et j'étais en mode... je comprends pas du tout. Et voilà, c'est assez rare que ça m'arrive, mais je suis passée totalement à côté de la lecture et je pense qu'en fait, simplement, je suis pas fan d'horreur gore. Encore que j'aime l'horreur gore, mais en fait, je veux que ça soit psychologique et bien écrit et pas tape à l'œil. Voilà. Là, c'est un peu, comment dire, c'est la facilité scénaristique de mettre du sang et du V partout pour cacher un fond qui est pas très très bien travaillé. Par exemple, Mexican Gothic, qui a été beaucoup critiqué sur pas mal de choses. La scène du bain qui se passe où on a tout un rapport avec le V dans le texte est 30 fois plus angoissante que ça. Ça, c'est juste en mode « Ah, c'est horrible, c'est dégueulasse, ça me... Voilà. » Non, c'est 30 fois plus angoissant et pourtant, c'est 30 fois moins sanglant. Voilà, c'est ça la demi-mesure entre les deux. Sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres et je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée et j'ai hâte de passer le mois d'octobre avec vous pour vous présenter un petit peu tout ça.